Il y a une vérité inconfortable que la plupart des gens préfèrent ignorer. Si votre calme dépend du fait que tout soit sous contrôle, vous avez déjà perdu. La plupart des gens vivent piégés dans le va-et-vient des circonstances, esclaves de réactions automatiques, accros à l'approbation et terrifiés à l'idée de perdre l'équilibre lorsque l'environnement cesse d'être prévisible. La culture actuelle vend le calme comme un état qui ne se produit que lorsque tout va bien. Mais cette paix est fragile, superficielle et toujours sur le point de se briser. Celui qui confond sérénité et passivité ne comprend pas que le vrai calme est une décision féroce, une posture de force intérieure qui se forge en affrontant le chaos de face et non en s'enfuyant. Ici, nous n'allons pas romantiser la souffrance, ni te promettre des formules magiques pour éteindre tes pensées inconfortables. La réalité est que tu as besoin de discipline, d'entraînement et d'un esprit prêt à accepter ce que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme n'est pas pour les faibles ni pour ceux qui cherchent des excuses. C'est un mécanisme mental qui sépare l'essentiel de l'accessoire, qui t'oblige à cesser de mendier la validation et à regarder de front tes propres fractures internes. Le calme ne se négocie pas avec l'environnement, il se conquiert par la maîtrise personnelle. Personne ne peut te ravir ta paix si tu décides de la protéger avec détermination. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 façons concrètes de construire ce calme puissant et absolu, non pas pour devenir un spectateur passif, mais pour être quelqu'un qui décide comment répondre, même lorsque tout semble être au bord de l'effondrement. Le calme est ton plus grand outil de pouvoir. Le maintenir en toutes circonstances est la différence entre être maître de ta vie ou vivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. 1. Entraîne ton esprit chaque jour. Ton esprit ne va pas se renforcer tout seul. Personne ne va venir l'entraîner à ta place. Ce que tu ne pratiques pas s'atrophie, et la faiblesse mentale est la racine de presque toutes tes crises. Les gens s'attendent à ce que la tranquillité arrive comme une sorte de récompense automatique. Mais la vérité est que le calme authentique est un résultat, pas un cadeau. Si tu prétends te maîtriser seulement lorsque le monde te frappe, tu es déjà en retard. Tout le monde veut de la résistance, mais presque personne ne supporte le poids de la discipline quotidienne. Tu n'es pas spécial. Les excuses que tu répètes, c'est juste que je n'ai pas le temps aujourd'hui. C'est comme ça que je suis. Je commence demain. Sont les mêmes qui détruisent la volonté de millions. Il n'y a pas de progrès sans un entraînement conscient et constant. Chaque jour que tu remets à plus tard la maîtrise de ton esprit, tu l'abandonnes aux impulsions, à l'anxiété, aux habitudes toxiques qui te tirent vers le chaos. Tu ne peux pas exiger du calme lorsque tu ne l'as jamais cultivé avec de la sueur, de l'effort et de l'inconfort volontaire. L'esprit, tout comme le corps, répond à l'entraînement. Ce que tu répètes se renforce. Ce que tu évites devient une faiblesse chronique. Ta réaction automatique face au stress, à la colère ou à la frustration n'est pas un destin, c'est une conséquence de ton abandon quotidien. Si tu n'as jamais affronté le silence, si tu n'as jamais toléré l'inconfort sans chercher des distractions, si tu ne t'es jamais obligé à être présent, même lorsque tout ton système nerveux veut fuir ou exploser, alors tu n'as pas le droit de te dire fort. La maîtrise intérieure n'est pas une étiquette, c'est une dette payée par des renoncements et des décisions inconfortables. Le calme sans entraînement n'est qu'une façade. Entraîner l'esprit, c'est te défier chaque jour. Ne pas céder à la réaction immédiate, ne pas chercher le soulagement facile, ne pas te livrer à la validation des autres. Chaque fois que tu choisis la pause au lieu de l'impulsion, chaque fois que tu acceptes la réalité sans te plaindre, ni exiger qu'elle change pour te convenir, tu construis une base indestructible. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Cela nécessite une vigilance brutale sur tes pensées, une honnêteté inconfortable sur tes schémas, un rejet constant de l'auto-apitoiement. Celui qui cherche des excuses s'enterre vivant sous la médiocrité de ses propres limites. Ne te trompe pas. Chaque jour, tu entraînes quelque chose. Soit tu entraînes la discipline, soit tu entraînes la paresse, soit tu renforces ta capacité à choisir, soit tu renforces ton addiction à la facilité. Il n'y a pas de point neutre.
Si ton esprit s'effondre face à la première difficulté, ne blâme pas le monde, blâme ta routine. Entraîne-toi à supporter le poids de l'inconfort, à accepter le vide sans le remplir de bruit, à contrôler le flux interminable de pensées inutiles qui épuisent ton énergie. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, ta vie sera le reflet de ce désordre interne. Arrête d'attendre que le calme soit une conséquence de conditions idéales. Le calme est le résultat d'une guerre silencieuse contre tes propres mécanismes faibles. Il n'y a pas de raccourci, pas de truc secret, pas de gourou qui puisse le faire à ta place. Fais ce qui est inconfortable aujourd'hui ou tu paieras des intérêts de souffrance demain. Seuls ceux qui entraînent leur esprit chaque jour peuvent maintenir le calme lorsque tout s'effondre. La discipline mentale est plus forte que n'importe quelle crise. Si tu n'entraînes pas, tu te brises. Si tu t'entraînes, tu deviens incassable. 2. Maîtrisez votre réaction face au chaos. Un message inattendu, le trafic bloqué alors que vous êtes déjà en retard, une critique sans filtre au milieu d'une réunion. Le chaos arrive toujours de manière petite et précise, juste au moment où cela vous intéresse le moins. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un désastre monumental pour dérailler l'esprit. Il suffit de ce moment où quelque chose échappe à votre contrôle et vous sentez la tension s'installer dans votre corps, comment votre respiration se raccourcit et l'impulsion de réagir grandit à l'intérieur. Ce qui suit ne dépend pas du monde, mais des mécanismes que vous avez renforcés en silence ou de ceux que vous avez négligés pendant des années. Car face au chaos, la réaction n'est pas seulement une réponse automatique, c'est le reflet fidèle de l'entraînement ou de l'abandon que vous portez en vous. C'est ici que la plupart échouent. Ils se justifient en disant qu'ils n'ont pas pu l'éviter, comme si leurs émotions étaient étrangères, comme si la colère ou l'anxiété étaient des météorites impossibles à éviter. Mais la vérité inconfortable est que chaque décharge émotionnelle est un permis que vous vous accordez, une habitude que vous répétez parce qu'elle vous est familière, parce que céder aux premières impulsions vous épargne l'effort de vous analyser. Le chaos a la capacité de dénuder vos croyances les plus profondes. Quand tout semble aller bien, il est facile de croire que vous avez le contrôle. Quand les plans s'effondrent, il devient clair à quel point vous maîtrisez vos propres filtres mentaux. Pourquoi certains s'effondrent-ils et d'autres restent-ils fermes? Parce que la plupart vivent en pilote automatique, réagissant selon de vieux programmes, sans s'arrêter pour remettre en question d'où vient ce besoin d'avoir toujours raison, cet élan à défendre leur ego ou cette urgence à blâmer quelqu'un d'autre. L'esprit ne fait pas de distinction entre le chaos externe et interne si vous ne l'avez jamais entraîné à le faire. Si vous réagissez avec colère, avec plainte, avec drame, ce n'est pas parce que l'environnement est trop hostile, mais parce que votre seuil de tolérance est bas et votre discipline mentale est fragile. C'est là que se joue la véritable bataille, non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous choisissez de l'interpréter et de répondre. Vous n'avez pas à devenir une machine froide, mais vous devez vous interroger sur le fait que votre réaction vous renforce ou vous affaiblit. Chaque fois que vous perdez le contrôle, vous renforcez l'idée que vous êtes une victime des circonstances. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous vous rappelez que vous pouvez vous maîtriser même quand tout semble vous pousser à la limite. Maîtriser votre réaction face au chaos est avant tout un acte d'honnêteté brutale envers vous-même. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne vous affecte, mais de reconnaître le point exact où l'émotion surgit et de décider de ne pas vous laisser emporter par elle. Le premier élan est souvent le plus bruyant, mais il est rarement le plus sage. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Acceptez que vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais que vous pouvez contrôler votre réponse. Cela exige une vigilance constante sur vos pensées, une sorte de filtre interne qui vous oblige à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important, entre ce qui nécessite une réponse et ce qui cherche seulement à alimenter votre ego blessé. Plus vous vous entraînez, moins vous êtes réactif. Vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement. La pause est votre outil le plus puissant. Décidez de ne pas être esclave de vos impulsions. Faites de la pause une habitude, pas une exception. Vous êtes autant ce que vous choisissez de tolérer que ce que vous ne permettez pas dans votre esprit.
Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas vous laisser enlever par elle. Lorsque vous maîtrisez votre réaction, le chaos perd sa capacité à vous définir. La véritable force est maîtrise, pas explosion. La paix se construit dans la seconde de doute avant de répondre. 3. Sépare ta valeur de la validation externe. Je te l'avoue, pendant des années, j'ai été accro à une drogue invisible. Ce n'était pas une substance, c'était quelque chose de bien plus subtil et de ce fait, plus difficile à abandonner. Je parle du poids constant de la recherche d'approbation, de ce besoin insatiable que le monde me dise que je faisais les choses correctement, que j'avais de la valeur, que j'étais suffisant. Le problème, c'est que ce mécanisme s'installe silencieusement. Il commence par de petits gestes, par le désir d'un regard, par l'attente d'un message, par la recherche désespérée d'applaudissements ou au moins d'un signe que tu existes pour les autres. Ce qui est dangereux, c'est qu'une fois que tu cèdes ce contrôle, tu deviens un otage. La validation externe te donne un soulagement momentané, mais en même temps, elle te fragilise. C'est une dette émotionnelle que tu ne termines jamais de rembourser. Chaque fois que tu liais ta valeur à ce que les autres pensent, tu renforçais l'idée que tu as besoin de permission pour te sentir en sécurité, pour te sentir en paix avec toi-même. En décomposant cela, la racine est simple mais brutale. Tu entraînes ton esprit à dépendre. Lorsque ton estime de soi fluctue selon le jugement ou l'indifférence des autres, le sol sous tes pieds n'est jamais ferme. Les éloges deviennent ton carburant et la critique, une condamnation. Analyse comment fonctionnent tes pensées, tu calcules tes mots pour plaire, tu filtres ton comportement par peur du rejet, tu ajustes tes opinions pour t'intégrer, même si cela te coûte un peu de te trahir. Ce qui semble être une adaptation est en réalité une autocensure constante. Ce n'est pas de la flexibilité, c'est de la peur déguisée en diplomatie. Ainsi, tu remets ta tranquillité à la volatilité des opinions des autres. Tu ne peux pas construire le calme sur des fondations qui ne te sont pas propres. Au fond, la validation externe est un piège mental qui te vole ton pouvoir. Lorsque tu en dépends, ta tranquillité devient fragile. Il suffit d'une critique, d'une omission ou d'un commentaire ambigu pour que tes certitudes s'effondrent. C'est ce mécanisme qui soutient l'anxiété sociale, l'insécurité chronique et la sensation d'être toujours en dette envers l'environnement. Chaque fois que tu permets à un regard ou à un mot de déterminer ton état intérieur, tu renforces un schéma d'esclavage émotionnel. Ce n'est pas une exagération, c'est une mathématique psychologique. Si ta valeur dépend de variables hors de ton contrôle, tu n'auras jamais de contrôle réel sur ton esprit ni sur ton calme. L'alternative est inconfortable, mais c'est la seule qui vaille. Séparer ta valeur de la validation externe exige une rupture avec cet entraînement automatique. C'est un processus inconfortable car cela implique de décevoir, de déranger ou même de perdre l'approbation de ceux qui t'entourent. Mais voici la vérité simple. Tu es libre seulement lorsque tu n'as plus besoin des applaudissements de quiconque. Si ton estime repose sur l'intérieur, aucune critique ne peut te fracturer. Ce que pensent les autres est une donnée, pas un jugement. Tu n'es pas ta réputation, tu n'es pas le reflet des attentes des autres. Ta tranquillité est un investissement interne et délibéré, pas un prêt que le monde peut révoquer à sa guise. Mettre cela en pratique quotidienne nécessite un filtre mental impitoyable. Chaque fois que tu ressens l'urgence de chercher reconnaissance, arrête-toi et demande-toi si ce besoin renforce ou affaiblit ton caractère. La reconnaissance authentique ne doit jamais être le moteur, seulement une conséquence. Si ta mission est de plaire, ta vie sera une chaîne de concessions. Si ta mission est d'être intègre, le véritable calme sera à toi-même au milieu du rejet ou de l'indifférence. Personne ne peut te donner ce que tu ne cultives pas à l'intérieur. L'approbation qui compte est celle qui résiste au silence et à la solitude. La véritable liberté commence le jour où tu cesses de demander la permission d'être toi-même. 4. Affronte l'inconfort sans résistance. Tu traverses une rue sous le soleil de midi et l'asphalte semble fondre sous tes pieds.
L'air est dense, chaque pas pèse le double, les vêtements collent à la peau et la sueur te brûle les yeux. Tu pourrais chercher de l'ombre, tu pourrais faire demi-tour et remettre ton destin à plus tard, mais tu choisis d'avancer, ressentant chaque inconfort avec une brutalité claire. Il n'y a pas de raccourci, pas de refuge, juste le chemin et la certitude que l'inconfort ne disparaîtra pas parce que tu l'ignores. C'est ainsi que fonctionne l'esprit face à l'inconfort. La réaction automatique est de fuir, de se distraire, d'amortir. Mais seulement lorsque tu choisis de traverser cette chaleur mentale, sans chercher un soulagement immédiat, tu commences à entraîner la véritable résistance. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le maître que tu n'as jamais demandé, mais dont tu as le plus besoin. La plupart des gens passent leur vie à construire des routines pour éviter tout contact avec l'inconfort. Ils s'entourent d'amortisseurs, le téléphone, la nourriture, la conversation superficielle, tout ce qui peut masquer le poids d'exister sans distraction. Le résultat est une vie anesthésiée où chaque petit désagrément se transforme en crise. Mais l'inconfort a une valeur cachée. C'est l'espace où les fractures du caractère deviennent visibles et tu peux, si tu es brutalement honnête, commencer à les réparer. Observe ton corps lorsque tu fais face à l'inconfort. Les épaules se tendent, la mâchoire se serre, le regard cherche une échappatoire. C'est un théâtre physique de l'esprit qui résiste à ce qu'il n'aime pas. Mais cette résistance est précisément la racine de l'anxiété et de la souffrance. Plus tu te bats contre l'inévitable, plus tu t'épuises et moins tu apprends. L'inconfort, accepté sans résistance, devient un outil de transformation. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour la douleur, ni de glorifier la souffrance inutile, mais de comprendre que la véritable sérénité n'apparaît que lorsque tu cesses de négocier avec la réalité. Chaque fois que tu choisis de t'asseoir avec l'inconfort, sans rien altérer, sans exiger qu'il change, ton esprit apprend qu'il peut supporter le poids sans se briser. C'est à cet instant, lorsque tu continues à respirer lentement, malgré l'urgence de fuir, que la maîtrise intérieure commence à s'installer. Le véritable entraînement se produit lorsque tu décides de rester un peu plus longtemps dans l'inconfort. Ne pas fuir une conversation difficile, tenir ces secondes supplémentaires dans le froid ou dans le silence, supporter le désir d'interrompre le vide avec des distractions. C'est là que se renforce le muscle du calme. Ne sous-estime jamais le pouvoir de résister sans te durcir. L'inconfort accepté sans lutte se transforme en clarté. Les émotions cessent d'être des menaces et deviennent des données que tu peux observer sans peur. Si ton premier instinct est d'éliminer l'inconfort, ta vie sera dictée par l'évasion. Mais si tu peux être présent au milieu du malaise, sans chercher d'excuses ni d'anesthésie, tu deviens une personne qui ne se brise pas face à l'inattendu. Le calme, c'est rester là où les autres fuient. La tranquillité, c'est accepter la chaleur de l'asphalte sans fantasmer sur l'ombre. L'inconfort est le maître silencieux de la maîtrise personnelle. Ne demande pas à la vie d'être facile. Entraîne-toi à devenir quelqu'un d'impossible à briser. 5. Pratiquer la pleine conscience à chaque instant. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est le seuil entre être maître de son esprit ou esclave de ses habitudes. Chaque fois que vous vous laissez distraire, chaque fois que vous vous perdez dans des pensées automatiques, vous offrez des minutes de votre vie au néant. Voulez-vous savoir pourquoi vous vous sentez anxieux, pourquoi le calme vous échappe? Parce que vous vivez en pilote automatique, piégé dans des boucles de souvenirs inutiles et d'anticipation qui ne se réalisent jamais. Il n'y a pas d'excuse. L'attention est une capacité que vous décidez d'entraîner ou de laisser pourrir. Arrêtez de répéter que vous ne pouvez pas l'éviter, que c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. C'est de l'auto-tromperie. Ce que vous appelez distraction constante n'est que de la paresse mentale déguisée en normalité. L'esprit inattentif est un terreau fertile pour le chaos. Chaque fois que vous laissez vos pensées vagabonder sans contrôle, vous ouvrez la porte à l'anxiété, à l'irritation et à la fatigue. Vous vous trompez en croyant que vous pouvez faire 1000 choses à la fois, mais vous ne parvenez qu'à fragmenter votre énergie et à affaiblir votre volonté.
personne ne devient fort en vivant dans la dispersion. La pleine conscience est la discipline inconfortable d'être ici, de résister à la tentation de fuir vers des fantasmes ou des préoccupations. C'est regarder en face ce qui se passe, sans filtre, sans anesthésie, sans manipuler la réalité pour qu'elle corresponde à vos désirs. Il ne s'agit pas de devenir un robot, ni de forcer l'esprit à être vide, mais de prendre le contrôle brutal de ce que vous laissez entrer et de ce que vous décidez d'alimenter avec votre attention. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que la pleine conscience est une pratique réservée à des moments spéciaux, lorsque vous méditez ou lorsque tout est silencieux. Mensonge. L'entraînement réel se déroule au milieu de la circulation, au bureau, dans le bruit et l'inconfort. Vous vous entraînez maintenant ou jamais. Si vous ne pouvez pas être présent en lavant la vaisselle, vous ne le serez pas non plus lorsque la vie exigera de vous de la fermeté. L'esprit indiscipliné se cache derrière des excuses. Je n'ai pas le temps. Je me laisse facilement distraire. C'est comme ça que je suis. Ce sont des phrases de défaite, non de quelqu'un qui veut maîtriser son destin. La pleine conscience est une décision que l'on prend à chaque geste, à chaque mot, à chaque pensée que vous choisissez de ne pas suivre. Voici une vérité qui dérange. Si vous ne contrôlez pas votre attention, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Le monde est conçu pour capturer votre esprit, le programmer avec des stimuli et des notifications, vous vendre l'illusion que vous pouvez vous fragmenter sans conséquence. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes complice. Chaque fois que vous cédez à l'impulsion de vérifier votre téléphone, d'interrompre le présent avec une préoccupation, vous renforcez le muscle de la déconnexion. Le coût est élevé. Un esprit qui ne sait pas être ici est un esprit faible, vulnérable et manipulable. La pleine conscience est l'outil le plus sous-estimé et le plus puissant du contrôle personnel. Prenez vos responsabilités. Le calme que vous recherchez commence au moment où vous choisissez d'être présent. Le passé n'existe plus, le futur est un pari. Vous n'avez que la brutalité de l'instant présent. La pleine conscience n'est pas une technique, c'est une déclaration de guerre contre la dispersion chronique. Ne vous définissez pas par l'esprit automatique que vous avez hérité. Entraînez le muscle de la présence jusqu'à ce qu'il devienne votre état naturel. Arrêtez de chercher des échappatoires. Confrontez le moment avec toute votre présence. L'esprit concentré est invulnérable. La pleine conscience est pouvoir en état pur. 6. Utilisez le silence comme outil de pouvoir. Le silence n'a jamais été un refuge confortable. C'est un outil de pouvoir que la plupart sous-estiment parce qu'ils en ont peur. Le bruit constant, tant externe qu'interne, est devenu la norme parce que l'esprit faible ne supporte pas de se confronter à lui-même sans distraction. Lorsque vous êtes incapable de tolérer le silence, vous montrez que votre calme dépend de l'anesthésie et non de la maîtrise. L'inconfort du silence est qu'il vous confronte à vos mécanismes les plus primitifs. L'urgence de parler pour combler les vides, le besoin d'expliquer tout, l'impulsion de réagir à tout stimulus. Mais c'est là, dans cette pause inconfortable, que surgit la véritable force. Celui qui apprend à habiter le silence découvre qu'il n'a pas besoin de répondre à tout, qu'il n'y a aucune obligation de justifier chaque émotion, ni de participer à tous les jeux de validation des autres. Le silence n'est pas absence ni passivité, c'est une décision consciente de ne pas alimenter l'inutile. Chaque fois que vous choisissez de vous taire alors que vous pourriez vous défendre ou impressionner, chaque fois que vous filtrez ce que vous pensez avant de l'offrir au monde, vous entraînez un muscle mental que la plupart ne développent jamais. Le silence est un filtre brutal. Il laisse passer l'essentiel, retient l'impulsif, dénude ce qui compte vraiment. Et c'est ici que le conflit interne apparaît. L'esprit réagit parce qu'il déteste le vide, parce que dans le silence remontent les doutes, les insécurités, les comptes à régler avec vous-même. Vous ne recherchez pas le bruit par plaisir, mais parce que le silence vous confronte à ce que vous ne voulez pas voir. L'addiction à parler, à vous justifier, à remplir chaque instant de mots ou de stimuli, n'est qu'un masque pour éviter de regarder en face ce qui se cache derrière la façade.
Utiliser le silence comme outil de pouvoir exige une honnêteté inconfortable. C'est accepter que tout ce que vous pensez ne mérite pas d'être exprimé, que toute émotion n'a pas besoin d'être partagée, que votre valeur ne se mesure pas à la quantité d'opinions que vous jetez au monde. Observez votre impulsion à interrompre, à expliquer, à participer à des discussions inutiles. Là se cache la peur, l'insécurité, une dette émotionnelle que vous essayez de régler avec des mots. Mais chaque fois que vous choisissez le silence délibéré, vous désaccoutumez votre esprit au vice de la réactivité. Vous lui montrez qu'il peut supporter l'inconfort de ne pas avoir le dernier mot, et que votre paix ne dépend pas de contrôler la narration externe. Il y a un pouvoir réel dans la pause. L'esprit qui se retient gagne. Le mot que vous ne lancez pas vous épargne des conséquences. Le silence n'est pas vide, c'est contrôle. Entraîner ce niveau de discipline commence par le petit. Ne pas répondre à l'impulsion de se défendre immédiatement. Ne pas remplir les conversations d'explications inutiles. Ne pas toujours chercher le dernier mot. C'est un exercice de résistance psychologique. Supporter la pression interne de vouloir intervenir. Et, au contraire, maintenir la posture ferme de celui qui sait que le silence communique aussi. Parce que se taire n'est pas se museler, c'est choisir quand et comment agir, depuis la maîtrise et non depuis l'automatique. Le silence inconfortable est l'espace où l'esprit apprend à ne pas être esclave des impulsions. Le calme puissant se cultive dans cet espace entre stimulus et réponse, où seul celui qui supporte le silence peut observer la véritable origine de ses réactions. Si vous n'êtes pas capable d'être en silence avec vous-même, vous serez vulnérable à toute provocation, à toute critique, à tout bruit externe. Le silence est la preuve ultime que l'esprit est entraîné à ne pas céder le contrôle. Maîtrisez le silence et vous maîtriserez la conversation interne. L'esprit fort ne craint pas le vide. Il l'habite et le transforme en pouvoir. 7. Priorisez l'essentiel plutôt que le passager. Vous ouvrez l'application de messages et voyez des dizaines de notifications, la plupart sans importance, certaines urgentes seulement en apparence. Pendant que vous répondez, un appel entre et vous oblige à traiter un problème qui ne vous appartient pas. Le café refroidit pendant que vous naviguez entre les courriels et qu'un réseau social vous lance la dernière tendance, vous poussant à penser que vous devez tout savoir, donner votre avis sur tout, être partout. Mais sous cette avalanche de stimuli, la sensation d'oppression et de vide grandit. Chaque petite interruption vous éloigne de ce qui compte vraiment. Voici comment fonctionne le mécanisme. L'essentiel est écrasé sous la tyrannie du passager et l'esprit devient esclave de l'immédiat. Voici le plus grand ennemi du calme, l'incapacité de filtrer, de décider avec une brutalité honnête ce qui mérite votre énergie et ce qui ne fait que la consommer. La plupart des gens vivent piégés dans le mirage de l'urgence. Ils confondent activité et but, réaction et avancée. La journée s'écoule dans des tâches qui ne font qu'alimenter l'anxiété d'être occupé, mais qui construisent rarement quelque chose qui dure. L'esprit indiscipliné se laisse entraîner par la dernière nouveauté, perdant de vue ce qui soutient réellement la vie. Des relations solides, la santé mentale, des projets qui vous transforment, des valeurs qui ne changent pas avec le climat social. Le prix de cette dispersion est élevé. Vous finissez fatigué, insatisfait, et pire encore, avec la sensation d'avoir perdu le contrôle sur votre propre existence. Si vous ne décidez pas de l'essentiel, le monde le décidera pour vous, et son critère sera toujours votre faiblesse, pas votre force. La racine du problème est mentale, pas logistique. Le désordre extérieur est le reflet de la confusion intérieure, ne pas savoir distinguer le permanent de l'éphémère, le précieux du trivial. Sans ce filtre, tout stimulus est un ordre et toute urgence extérieure devient votre priorité. Entraîner l'esprit à prioriser est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est se poser avec froideur, cela contribue-t-il à mon but ou ne fait-il que remplir le vide du moment? La plupart évitent cette question car elle exige des renoncements inconfortables.
dire non à ce qui est populaire, mettre des limites là où il n'y avait auparavant que complaisance, accepter que le temps est un compte à rebours. Celui qui ne priorise pas se disperse. Celui qui se disperse perd toute capacité de maîtrise. Lorsque vous avez clairement défini l'essentiel, la sérénité devient automatique. Vous n'avez plus besoin de dépenser de l'énergie à vous justifier ni à poursuivre ce qui ne vous concerne pas. L'esprit entraîné à l'essentiel supporte le passage des modes, des crises et des changements d'environnement sans perdre son axe. Voici la phrase emblématique: l'urgent est un voleur déguisé en importance. Chaque fois que vous choisissez l'essentiel plutôt que le passager, vous renforcez le muscle de l'autocontrôle et vous vous rapprochez du calme inébranlable. La discipline ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans l'ignorance de ce qui n'apporte rien. Voici la stratégie que peu osent appliquer. Filtrer sans pitié, refuser l'accès à ce qui ne renforce pas, supporter l'inconfort de rester en dehors de la conversation superficielle. Il ne s'agit pas de vous isoler, mais de choisir avec une précision chirurgicale où vous mettez votre attention, votre temps et votre énergie. Lorsque vous faites de l'essentiel votre centre de gravité, tout le reste perd son pouvoir sur vous. La vie s'éclaircit et le chaos devient juste du bruit de fond. Le calme est le résultat naturel de la priorisation de ce qui définit votre caractère et de laisser mourir ce qui n'a jamais été indispensable. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez décider de ce qui pèse et de ce que vous lâchez. L'esprit fort est sélectif. Il choisit ce qui reste, lâche ce qui passe. 8. Fais du calme un choix conscient. Je confesse que pendant longtemps, ma réaction face à tout bouleversement était un tremblement intérieur difficile à dissimuler, même si à l'extérieur, je feignais une contenance que je ne ressentais pas. Un message inattendu, une nouvelle qui perturbait mes plans, le ton inconfortable d'une conversation suffisait à ce que ma mâchoire se tende et qu'un léger tremblement s'installe dans mes mains. Je devenais spectateur de mon propre corps, remarquant le pouls accéléré, les pensées débridées et cette urgence enfantine que tout revienne sous contrôle. À ces moments-là, le mot « calme » me semblait un luxe étranger, un état réservé aux gens avec moins d'exigences ou de problèmes. Je me trompais en pensant que la tranquillité était une conséquence et non une décision. Mais la réalité est que chaque geste, chaque respiration superficielle, chaque regard nerveux était la preuve exacte que j'avais choisi, même par omission, de ne pas maintenir le calme. Maintenant, je vois avec une clarté presque brutale que le calme n'arrive ni par accident, ni par génétique. C'est un choix inconfortable, fait au moment précis où tout en toi veut répondre au vieux schéma, serrer les dents, élever le ton, chercher des coupables ou fuir. Le corps envoie des signaux, les épaules se haussent, la voix tremble légèrement ou se durcit, la respiration devient courte et saccadée. C'est là, dans cette seconde où l'on ressent le poids de l'inconfort, que tu as l'opportunité de choisir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'auto-assistance vide. C'est un acte conscient. Tu détends la mâchoire, tu expires plus lentement, tu observes l'impulsion de réagir et tu décides de ne pas céder. Le calme est un muscle qui s'active sous pression. La plupart attendent de ressentir la paix pour agir avec maîtrise. La vérité est que tu agis d'abord avec maîtrise, et c'est ainsi que le calme apparaît. Choisir le calme ne signifie pas nier ce qui te dérange, ni abandonner la fermeté. C'est regarder en face ce qui se passe, sans dramatiser ni minimiser, et décider que tu ne vas pas offrir ton énergie à ce que tu ne peux pas contrôler. C'est un processus qui se ressent sur la peau. Quand tout en toi veut discuter, tu choisis d'écouter et de soutenir le regard, même si à l'intérieur, la tension brûle comme un feu lent. Quand le monde te pousse à l'urgence, tu choisis de te déplacer plus lentement, répondant avec clarté et économie de mots. C'est inconfortable, oui. L'inconfort est le prix du calme conscient. Mais ce prix est toujours inférieur à celui de perdre le contrôle et de regretter ensuite l'épuisement émotionnel. Le quotidien est rempli de petites épreuves. La file qui avance plus lentement, la critique déguisée en conseil, l'erreur personnelle qui te laisse exposer.
Si tu t'observes, tu verras comment le corps veut toujours devancer l'esprit, cherchant la sortie la plus rapide. Mais ce même corps peut être ton ancre si tu lui apprends, par des actes concrets et répétés, que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la décision interne de ne pas réagir aux premières impulsions. La maîtrise commence par une pause. Cette pause n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu as cessé d'être esclave de tes mécanismes automatiques. Personne ne choisira le calme pour toi. Personne ne va t'installer un bouton de sérénité qui fonctionne sous pression. C'est ton travail, chaque jour, de faire face à l'inconfort et de décider que ta paix n'est pas à vendre. Rends-le visible, respire plus profondément, ralentis le rythme de tes gestes, contrôle le regard et la posture même quand à l'intérieur, il y a tempête. Ne cherche pas à paraître calme, sois-le, même si c'est difficile. Transformer le calme en un choix conscient est le plus grand acte de rébellion dans un monde qui glorifie la réaction et le drame. Choisis le calme, même si cela fait mal. Ce n'est qu'ainsi, avec chaque petite décision, que tu deviens le maître absolu de ton état intérieur. Imagine ceci. Tu es dans une pièce pleine de monde. Tout le monde parle, crie, discute. C'est le chaos. Chacun veut être entendu. Chacun veut de l'attention. C'est un spectacle désespéré où personne n'écoute vraiment. Ils attendent juste leur tour pour parler. Et au milieu de tout ce bruit, il y a une personne en silence. Elle ne dit rien. Elle n'essaie de convaincre personne. Elle observe simplement. Et sans faire un seul mouvement, sans ouvrir la bouche, elle attire toute l'attention. Pourquoi? Parce que dans un monde de bruit, le silence est le pouvoir. Nous vivons à une époque où tout le monde est désespéré d'être vu, d'être validé, d'être une partie de quelque chose. Ils publient chaque pensée, chaque action, chaque fragment de leur vie en attendant l'approbation. Mais les vrais joueurs, ceux qui sont vraiment aux commandes de leur destin, comprennent que le pouvoir n'est pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Dans la discipline de ne pas avoir besoin des applaudissements de personne, dans la capacité de se déplacer sans laisser de traces, en sachant que le vrai succès n'est pas un spectacle, c'est une guerre stratégique qui se déroule dans l'ombre. Si tu suis le chemin de la majorité, tu seras condamné à être un de plus, piégé dans la cage de la validation. Mais si tu apprends à faire taire le bruit, à agir sans demander la permission, à disparaître quand c'est nécessaire et à émerger seulement quand tu as gagné, alors tu seras un fantôme avec du pouvoir, quelqu'un d'indéchiffrable, d'inaccessible. Aujourd'hui, nous allons parler de véritable transformation. Pas de jolies phrases pour nourrir l'ego. Ici, il n'y a pas de place pour la faiblesse ni pour ceux qui cherchent l'approbation. Nous allons décomposer 9 principes qui, si tu les appliques, te transformeront en quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation de personne. Mais sois bien clair, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est seulement pour ceux qui sont prêts pour le niveau suivant. Es-tu prêt? Commençons. U1. Disparais du radar et laisse-les parler tout seuls. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont obsédés par le fait de prouver quelque chose. Ils publient chaque petite réussite, chaque mouvement, chaque pensée. Ils veulent être vus, reconnus, qu'on parle d'eux. Mais voici le piège. Plus tu essaies de prouver ta valeur, plus tu démontres que tu n'en as aucune. Les gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que si ils ne racontent pas ce qu'ils font, leur effort ne vaut rien. Ils pensent que si personne ne les voit travailler, alors ils ne progressent pas. Mais la réalité est différente. Les vrais joueurs disparaissent du radar. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne cherchent pas de validation avant d'agir. Alors que les autres sont occupés à parler, ils sont en train de construire. Alors que les autres cherchent la reconnaissance, ils accumulent le pouvoir en silence. Pense aux stratèges les plus réussis de l'histoire. Les vrais leaders, ceux qui tiraient des ficelles, n'étaient pas au centre de la scène. Ils gouvernaient depuis l'ombre. Ils savaient que la discrétion est une arme. Pendant que le reste se distrait avec le bruit, tu avances sans être détecté. Et voici la partie clé. Les gens parleront de toi, avec ou sans ta permission. Ils inventeront des histoires, supposeront des choses, essaieront de deviner ce que tu fais.
C'est ainsi que fonctionne la société. La plupart ne supportent pas l'idée de ne pas savoir ce que tu fais, de ne pas pouvoir te classer, de ne pas avoir accès à ta vie. La réponse? Laisse-les parler tout seuls. Ne te défends pas. N'explique rien. Ne leur donne pas d'informations. Ne joue pas le jeu des faibles, qui est de crier pour être entendu. Au lieu de cela, joue le jeu de ceux qui ont vraiment du pouvoir, le jeu du silence. Quand tu disparais du radar, quand tu arrêtes de te justifier, quand tu agis simplement sans donner d'explication, quelque chose change. Un mystère se crée, du respect se crée. Et le plus important, tu te libères de la prison de l'opinion des autres. Parce que la plupart des gens ne veulent pas te comprendre, ils veulent juste te coller une étiquette. Et au moment où ils t'étiquettent, ils pensent qu'ils t'ont réduit à quelque chose qu'ils peuvent gérer. Mais si tu disparais, si tu deviens indéchiffrable, tu brises leur contrôle. Voici la preuve. Les plus réussis, ceux qui construisent vraiment des empires, ne sont pas ceux qui crient leurs plans. Ce sont ceux qui bougent en silence et n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire. Ils ne cherchent pas l'attention les cherche. Ils ne demandent pas de respect, ils l'imposent par leur simple présence. Alors, voici ton défi. Arrête de raconter au monde ce que tu vas faire. Disparais du radar. Travaille dans l'ombre. Et quand tu réapparais, que ce soit avec des résultats si grands qu'il n'y ait rien à expliquer. 2. Élimine le bruit ou il te traînera dans l'oubli. Imagine un guerrier au milieu du champ de bataille. Pas n'importe lequel, mais un vraiment mortel. Son regard est fixé sur l'ennemi, sa respiration est contrôlée, ses mouvements calculés. Mais maintenant, imagine que, juste avant l'attaque, il se laisse distraire par le murmure de la foule, par les voix de ceux qui observent depuis les gradins. Que se passe-t-il alors? Il perd sa concentration, commet une erreur, et en un clin d'œil, il est vaincu. C'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie, avec une attention dispersée, accablée par le bruit extérieur. Ce n'est pas une armée qui les arrête, mais un bombardement constant de distractions déguisées en urgence, des nouvelles sans importance, des scandales du moment, des notifications sans fin, des voix qui ne se taisent jamais. Et plus tu te plonges dans ce bruit, moins tu as de contrôle sur toi-même. La distraction est un ennemi silencieux, un tueur déguisé en divertissement. Il ne te vole pas tout d'un coup, mais te ronge petit à petit. D'abord tu perds des minutes, puis des heures, puis des années entières à consommer des informations qui ne construisent rien. Et quand tu t'en rends compte, la vie a passé et tu es toujours exactement là où tu étais, pris dans un réseau de stimuli qui t'empêchent d'avancer. Les stoïciens l'ont bien compris. Ils savaient que l'esprit doit être protégé avec la même férocité qu'un guerrier protège sa forteresse. Marc Aurèle ne se souciait pas de ce que disait la foule. Sénèque mettait en garde contre le piège de s'entourer de bruit inutile. Épictète enseignait que la véritable liberté commence quand tu décides ce qui mérite ton attention. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu consommes, mais de ce que tu permets de façonner ta pensée. Le monde moderne est conçu pour te maintenir distrait. Tout est fait pour capter ton attention. Des algorithmes qui prédisent ce qui te fera rester collé à l'écran, aux nouvelles conçues pour générer l'indignation et la peur. Ce n'est pas un hasard s'il est de plus en plus difficile de se concentrer, si de plus en plus de personnes sont incapables d'être seules avec leurs pensées. Mais voici la différence entre ceux qui construisent et ceux qui se perdent dans le bruit. Les premiers blindent leur esprit, les seconds le laissent ouvert à toute invasion. Fermer la porte au bruit ne signifie pas ignorer le monde. Cela signifie choisir avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie devenir immunisé contre la manipulation, résistant à la distraction, maître absolu de ta concentration. Celui qui ne contrôle pas ce qui entre dans son esprit est esclave de ce que les autres décident qu'il pense. Mais celui qui fait taire le bruit et aiguise sa concentration devient une force irrésistible. 3. Joue dans l'ombre. Personne ne doit voir tes mouvements. Le loup ne prévient pas quand il va chasser. Il n'envoie pas de signaux, ne fait pas de bruit, ne laisse pas de traces. Il agit simplement.
Il se déplace en silence, observe, planifie et attaque au moment précis. Pendant ce temps, les animaux faibles font le contraire. Ils crient, courent en cercle, alertent tout le monde de leur présence, gaspillent de l'énergie en essayant d'attirer l'attention. Et à la fin, ce sont les premiers à tomber. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ceux qui font du bruit alertent leurs ennemis, exposent leur vulnérabilité, ouvrent la porte à l'envie, à la critique et à l'interférence. Ceux qui se déplacent dans l'ombre, en revanche, sont ceux qui construisent vraiment quelque chose de solide. Parce que le pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu caches. Chaque fois que tu annonces tes plans, tu donnes de l'information. Chaque fois que tu te vantes de ce que tu fais, tu deviens une cible facile. Les gens ne veulent pas toujours te voir gagner. Beaucoup attendent simplement le moment précis pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te voler ton idée, pour pointer la moindre erreur et l'utiliser contre toi. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle, de la discipline, de la capacité à résister aux besoins de validation externe. Mais cela va plus loin. Ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une question de stratégie. Ne donne à personne le plaisir de savoir sur quoi tu travailles. Ne donne pas au monde l'accès à ton processus. N'explique pas tes mouvements jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que quelqu'un puisse faire quelque chose. Regarde l'histoire. Les plus grands empires n'ont pas été construits avec des déclarations publiques, mais avec des décisions silencieuses, avec des mouvements que personne n'a vu venir. Napoléon, Alexandre le Grand, Jules César, aucun d'eux n'annonçait leur stratégie. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Et quand le reste du monde l'apprenait, il était déjà trop tard. Applique la même chose dans ta vie. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde ce que tu fais, ce que tu apprends, ce que tu prévois. Travaille en silence. Progresse dans l'obscurité. Construis sans avoir besoin d'approbation. Et quand viendra le moment de montrer les résultats, fais-le d'une manière qui ne laisse pas de place au retour en arrière. Parce que pendant que les autres sont occupés à parler, à donner leur avis, à spéculer, tu accumuleras du pouvoir dans l'ombre. Et quand tu décideras enfin d'apparaître, il n'y aura rien qu'ils pourront faire à ce sujet. 4. Brise le sort de l'approbation et libère-toi. Depuis ta naissance, le monde te programme pour chercher l'approbation. D'abord, c'est le sourire de tes parents quand tu fais quelque chose de bien. Ensuite, ce sont les notes à l'école, l'acceptation des amis, la validation de la société. Avant que tu t'en rendes compte, tu es devenu un esclave de l'opinion des autres, un animal dressé qui mesure sa valeur en fonction de ce que les autres pensent. Mais voici la vérité brutale. L'approbation externe est une drogue. Et comme toute drogue, elle crée une dépendance. Elle te maintient piégé dans un cycle où chaque action est conditionnée par la peur du rejet ou le besoin de reconnaissance. Elle te rend faible. Elle te rend prévisible. Elle te vole la seule chose qui compte vraiment, la liberté d'être qui tu es, sans avoir besoin de permission. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent enchaînés à cette illusion. Ils s'habillent, parlent, pensent et agissent en fonction de ce que les autres considèrent comme acceptable. Ils évitent de prendre des risques par peur de la critique. Ils publient chaque aspect de leur vie à la recherche de validation. Ils sont les marionnettes d'une société qui les récompense pour leur conformité et les punit pour leur différence. Et ceux qui réussissent vraiment dans la vie, ils font le contraire. Ils détruisent le besoin d'approbation. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils ne craignent pas la désapprobation parce qu'ils comprennent qu'elle ne signifie rien. Ils ne vivent pas pour être compris. Ils vivent pour faire ce qui doit être fait. Le monde appartient à ceux qui ne demandent pas la permission d'être, à ceux qui osent agir sans avoir besoin d'une tape sur l'épaule, à ceux qui comprennent que le rejet n'est pas un signe qu'ils font quelque chose de mal, mais une preuve qu'ils sortent du troupeau. Briser le sort de l'approbation est un acte de guerre. C'est défier tout ce qu'on t'a enseigné. C'est choisir d'être fidèle à toi-même plutôt que de te conformer. C'est accepter que certains te détesteront, que d'autres ne te comprendront pas et que cela n'a aucune importance. Alors, voici le défi. Fais quelque chose sans chercher la reconnaissance.
Prends une décision sans l'expliquer. Apprends à bouger sans demander la permission. Parce que le jour où tu arrêteras de vivre pour l'approbation des autres, tu seras intouchable. Et ceux qui espéraient autrefois que tu chercherais leur validation verront avec peur que tu n'en as plus besoin. 5. Arrête de mendier des applaudissements, ton succès n'a pas besoin de témoins. Le véritable succès ne se mesure pas en applaudissements, il n'a pas besoin de spectateurs, il ne dépend pas de la validation de quelqu'un. Mais dans ce monde programmé pour l'exhibition, la plupart pensent le contraire. Ils croient que si personne ne les voit faire des efforts, leurs efforts ne valent rien. Ils pensent que s'ils ne publient pas chaque réalisation, ils n'ont rien accompli. Ils pensent que leur grandeur dépend de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Cette mentalité est un poison. C'est ce qui transforme les hommes en mendiants d'attention, en prisonniers du regard des autres. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour la réaction des autres. Ils ne cherchent pas à s'améliorer, ils cherchent à être applaudis. Ils ne construisent pas en silence, ils ont besoin que quelqu'un les regarde pendant qu'ils le font. Et ainsi, sans s'en rendre compte, leur motivation cesse d'être interne et devient un spectacle conçu pour l'approbation des autres. Le problème est que l'applaudissement est volatile. Aujourd'hui, on te célèbre. Demain, on t'ignore. Aujourd'hui, tu es tendance. Demain, tu es oublié. Si tu bases ton succès sur la validation externe, il ne sera jamais à toi. Il ne sera jamais suffisant. Tu seras toujours en attente de confirmation, que quelqu'un le voie, que quelqu'un te dise que tu as réussi. Et ce n'est pas une vie de pouvoir, c'est une vie de dépendance. Marc Aurèle le comprenait mieux que quiconque. Il dirigeait l'empire le plus puissant du monde, mais il écrivait ses pensées seulement pour lui. Il ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait la clarté. Le véritable succès n'a pas besoin de témoins parce qu'il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit d'être. Il ne s'agit pas de prouver, il s'agit de construire. Il ne s'agit pas de combien de personnes te reconnaissent, mais de combien de contrôle tu as sur toi-même et sur ton destin. Les vrais joueurs opèrent à un autre niveau. Ils ne cherchent pas les ovations parce qu'ils comprennent qu'ils n'en ont pas besoin. Leurs victoires sont privées, leurs triomphes sont personnels, leur satisfaction ne dépend pas de la réaction des autres. S'ils accomplissent quelque chose, ils ne le crient pas, ils en profitent. S'ils avancent, ils ne demandent pas qu'on le célèbre. Ils continuent simplement à avancer. Alors, arrête de mendier des applaudissements. Arrête de chercher la reconnaissance. Arrête de t'inquiéter de savoir si les autres voient ou non ce que tu fais. Parce qu'à la fin de la journée, le seul qui compte vraiment dans cette équation, c'est toi. 6. Éteins le monde, la seule voix qui compte est la tienne. Imagine un miroir couvert de poussière. Pendant des années, chaque personne qui passe laisse une marque, une trace de saleté. À la fin, le reflet est si flou que tu ne peux plus voir ce qui se trouve derrière. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsqu'il est saturé de voix étrangères. Chaque opinion, chaque critique, chaque attente que tu acceptes sans questionner est une couche supplémentaire de saleté qui t'éloigne de ton véritable reflet. Et si tu ne nettoies pas ce miroir, si tu n'élimines pas le bruit, tu finis par oublier qui tu es vraiment. Depuis ta naissance, le monde te remplit d'instructions. Ce qu'est le succès, ce que tu devrais désirer, ce qui est acceptable, ce qui est interdit. On t'apprend à suivre un scénario, à t'adapter, à mesurer tes pas en fonction de ce que les autres attendent de toi. Et le résultat est un esprit programmé pour écouter tout le monde, sauf lui-même. Le problème est que la plupart des gens ne remettent jamais en question cette programmation. Ils passent leur vie à réagir automatiquement, laissant leur identité être façonnée par les opinions de personnes qu'ils ne respectent même pas. Ils ne s'arrêtent jamais pour se demander « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» ou est-ce simplement ce qu'on m'a dit que je devrais vouloir? Mais il y a une chose que le monde ne te dit pas. Tu as le droit d'éteindre tout, de faire taire les voix qui n'apportent rien, de fermer la porte à tout bruit qui ne te renforce pas, de nettoyer ce miroir jusqu'à ce que le reflet que tu vois soit le tien, sans interférence, sans distorsion. Parce que tant que tu ne fais pas cela, tu ne t'appartiens pas complètement. Regarde ceux qui ont construit quelque chose de réel. Ils ne suivent pas les tendances, ils les créent.
Ils ne cherchent pas l'approbation, ils imposent leur vision. Ils ne permettent pas que le bruit externe dicte leur cap, car ils ont appris à écouter quelque chose de beaucoup plus puissant, leur propre voix. Éteindre le monde ne signifie pas être ignorant. Cela signifie être sélectif. Cela signifie décider avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie fortifier ton esprit pour qu'aucune opinion sans valeur, aucune critique vide, aucune distraction déguisée en importance ne puisse altérer ton chemin. Le jour où tu y parviendras, tu ressentiras quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais, la liberté mentale. Tu ne dépendras pas de la validation. Tu ne douteras pas à chaque pas. Tu n'auras pas besoin de l'approbation de quiconque pour avancer, et à ce moment-là, tu te rendras compte de quelque chose. La seule voix qui comptait vraiment a toujours été la tienne. Sept, sors du cirque numérique. Personne ne mérite un accès total à toi. Les réseaux sociaux ont transformé la vie en spectacle. Tout le monde crie, tout le monde donne son avis, tout le monde se bat pour attirer l'attention. Ce qui était autrefois un outil est maintenant une prison. Le cirque numérique ne te connecte pas, il t'expose. Il ne te rend pas plus libre, il te rend plus dépendant. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Avant, la valeur d'une personne se mesurait à ce qu'elle construisait, à ce qu'elle savait, à ce qu'elle faisait dans la réalité. Aujourd'hui, elle se mesure en chiffres sur un écran. Abonnés, réactions, vues. Un mirage d'importance qui disparaît en quelques secondes. Un système qui entraîne ton cerveau à chercher constamment la validation, à tout montrer, à partager même ce qui devrait être sacré. Mais voici le piège. Plus tu partages, plus tu perds le contrôle. Chaque photo, chaque pensée, chaque fragment de ta vie que tu livres au monde devient une arme que d'autres peuvent utiliser contre toi. Chaque fois que tu montres ta routine, tes plans, tes émotions, tu laisses des indices. Tu ouvres la porte pour que d'autres donnent leur avis, critiquent, manipulent. Tu deviens vulnérable sans t'en rendre compte. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de comprendre le jeu. Tu penses que tu publies de ton propre gré, mais en réalité, tout est conçu pour te faire partager davantage, pour te rendre dépendant de l'approbation numérique. Chaque like déclenche de la dopamine dans ton cerveau. Chaque commentaire positif renforce ton besoin de continuer à t'exposer. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais pour le public. Mais le public n'est pas ton allié. Il ne se soucie pas de ton bien-être. Il ne se soucie pas de savoir si ce que tu partages est réel ou si tu le fais seulement sous la pression de t'intégrer. Le public consomme et oublie. Il applaudit aujourd'hui et attaque demain. Rien de ce que tu fais ne sera suffisant. Les vrais joueurs ont compris cela. Ils n'exhibent pas chaque pas qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de l'approbation numérique pour se sentir précieux. Ils avancent en silence, avec stratégie, laissant les résultats parler pour eux. Leur pouvoir vient de ce qu'ils ne montrent pas, de ce que personne ne sait. Le monde moderne t'a convaincu que tu devais être accessible, que partager était nécessaire, que si tu ne publiais pas ce que tu fais, tu n'existais pas. Mais c'est le grand mensonge. La réalité est que moins tu donnes accès, plus tu as le contrôle. Plus tu es sélectif dans ce que tu partages, plus tu accumules de pouvoir. Sortir du cirque numérique ne signifie pas disparaître, cela signifie changer les règles du jeu, l'utiliser sans être utilisé, apprendre à construire sans avoir besoin d'exposer tout, faire en sorte que ta vie réelle soit plus importante que ta vie virtuelle. Pense aux personnes réellement influentes. Les plus puissants ne sont pas les plus visibles. Ce sont ceux qui n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire, ceux qui construisent dans l'ombre, ceux qui ne gaspillent pas leur temps dans le théâtre numérique, parce qu'ils comprennent que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Fais l'expérience. Disparais pendant un moment. Publie moins. Garde pour toi tes réussites, tes progrès, tes moments importants. Observe comment la perception change. Tu verras que lorsque l'accès est limité, la curiosité augmente.
Lorsque tu arrêtes de donner des explications, les autres arrêtent d'attendre des réponses. Lorsque tu réduis le bruit, ta présence devient plus forte. Quelque chose d'intéressant se produit lorsque tu élimines l'excès d'exposition. Les autres commencent à se demander ce que tu fais, à imaginer ce que tu pourrais être en train de faire, à supposer que si tu ne le dis pas, c'est parce que quelque chose d'important se passe. Et ce mystère, cette incertitude, est un outil plus puissant que n'importe quel nombre de publications quotidiennes. Parce que l'inconnu est toujours plus intriguant que ce qui est trop montré. Mais le plus important de tout est ce qui se passe en toi. Lorsque tu arrêtes de tout partager, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu arrêtes de jouer pour un public et tu commences à jouer pour toi-même. Ta motivation devient interne, tu n'as plus besoin de la validation d'un écran. Et à ce moment-là, ton focus se précise, ton énergie se concentre et ta mentalité change complètement. Sortir du cirque numérique ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie utiliser les outils sans se laisser utiliser. Cela signifie être un stratège, pas un participant de plus au spectacle. Cela signifie savoir quand parler et quand garder le silence. 8. Fais du temps ton esclave ou tu seras son prisonnier. Imagine un homme avec des chaînes aux poignets. Il n'est pas dans une cellule, il n'y a pas de barreau ni de gardien, mais il est un prisonnier, non pas parce que quelqu'un l'a enfermé, mais parce qu'il a lui-même remis ses clés. Il est un esclave du temps, il court d'un côté à l'autre, toujours occupé, toujours courant, mais jamais avançant. Il vit en mode réactif, éteignant des incendies, suivant un horaire qu'il n'a pas conçu, pris dans un cycle d'épuisement infini. Cet homme pourrait être n'importe qui. Tu pourrais être toi. Parce que si tu ne prends pas le contrôle absolu de ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Le problème est que la plupart ne se rendent même pas compte de cela. Ils confondent être occupés avec être productif. Ils se lèvent, vérifient leur téléphone, répondent à des messages, consomment du contenu, travaillent sans véritable plan. À la fin de la journée, ils sont épuisés. Mais si tu leur demandes ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont changé, ce qu'ils ont maîtrisé, la réponse est toujours la même. Rien. Le temps est la monnaie la plus précieuse que tu as, mais c'est aussi la plus facile à gaspiller. Si tu ne le gères pas avec une précision chirurgicale, il s'écoule comme de l'eau entre les doigts. Il se perd en distractions, en tâches sans importance, en conversations inutiles, en engagements que tu n'as pas choisis. Et quand tu t'en rends compte, les jours se sont transformés en mois, les mois en années, et tu es toujours au même endroit. Ceux qui réussissent vraiment ne vivent pas dans cet état de chaos. Ils ne suivent pas le flux de la foule. Ils ne se réveillent pas sans savoir ce qu'ils feront de leur journée. Ils ne réagissent pas au temps. Ils le dominent. Ils ont des horaires conçus pour eux. Ils éliminent l'inutile sans pitié. Ils apprennent à dire non. Ils transforment chaque minute en un pas vers quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi, dans le même temps que d'autres dépensent en distraction, ils construisent des empires. Mais maîtriser le temps ne concerne pas seulement l'organisation, mais aussi l'état d'esprit. Il y a des gens qui peuvent passer des heures occupées sans rien accomplir, et d'autres qui en 30 minutes font plus que la plupart en une journée entière. La différence n'est pas la quantité de temps, mais la qualité avec laquelle il est utilisé. Celui qui est prisonnier du temps vit dans un état d'urgence constant. Il court toujours, répond toujours, gère toujours l'immédiat. Il ne s'arrête jamais pour penser à long terme. Il ne planifie jamais. Il n'impose jamais son propre rythme. Et ainsi, sans s'en rendre compte, toute sa vie devient un ensemble de tâches disjointes qui ne mènent jamais à rien de concret. D'un autre côté, celui qui fait du temps son esclave est celui qui décide ce qui mérite son attention et ce qui ne le mérite pas. Il n'accepte pas de réunions inutiles. Il ne perd pas des heures à consommer des informations sans valeur. Il ne dépense pas d'énergie dans des choses qui ne le rapprochent pas de son objectif. Chaque action qu'il entreprend est alignée avec un but plus grand. Si tu veux sortir du cycle de la médiocrité, tu dois prendre une décision maintenant. Soit le temps est ton esclave, soit tu seras son prisonnier. Commence par éliminer ce qui ne t'ajoute rien. Coupe les tâches
sans valeur. Efface les engagements inutiles. Ferme les portes qui te prennent de l'énergie. Organise ta journée comme si tu étais un stratège en guerre. Chaque action doit avoir un but. Chaque minute doit servir un objectif plus grand. 9. Sois un fantôme avec du pouvoir, inaccessible et indéchiffrable. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient, ne sont pas ceux qui s'exposent, ne sont pas ceux qui cherchent à être vus. Les plus dangereux sont ceux que tu ne peux pas lire, ceux qui bougent en silence, ceux dont personne ne sait ce qu'ils vont faire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, l'anonymat est devenu une arme. La plupart vivent avec un besoin désespéré d'être reconnus, d'être compris, d'être acceptés. Ils publient tout, expliquent tout, exposent chaque détail de leur vie, sans réaliser que chaque fragment d'information qu'ils donnent les rend plus vulnérables. Mais il y a un autre chemin. Un chemin où personne ne sait exactement ce que tu penses, où personne ne peut prédire ton prochain mouvement, où tu ne donnes pas d'explication, tu ne cherches pas l'approbation. Tu ne suis pas les tendances. Tu es un fantôme avec du pouvoir, présent mais inaccessible, visible mais indéchiffrable. La plupart ne comprennent pas la force de cela. Ils pensent que pour avoir un impact, ils doivent être au centre de l'attention, qu'ils doivent expliquer leurs intentions, qu'ils doivent dire au monde sur quoi ils travaillent. Mais les vrais joueurs ne font pas ça. Non pas parce qu'ils ont peur, mais parce que le pouvoir se construit dans ce qui n'est pas vu, dans ce que personne ne peut anticiper, dans ce qui ne peut être déchiffré. Pense aux plus grands stratèges de l'histoire. Ils ne révélaient jamais leurs plans jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les arrêter. Ils ne se fatiguaient jamais dans des discussions inutiles. Ils ne donnaient jamais d'informations qui pourraient être utilisées contre eux. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Celui qui apprend à bouger dans l'ombre devient impossible à arrêter. Non pas parce qu'il est invulnérable, mais parce que personne ne sait où l'attaquer. Il ne laisse pas de points faibles exposés. Il ne permet pas qu'on l'étudie, qu'on l'analyse, qu'on le désarme avant qu'il puisse agir. Être un fantôme avec du pouvoir ne signifie pas être invisible. Cela signifie être imprévisible. Cela signifie que, quand tu apparais, ton impact est absolu. Cela signifie que quand tu parles, ce que tu dis résonne plus parce que tu ne le fais pas souvent. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre. Et dans un monde où tout le monde s'efforce de s'intégrer, d'être compris, d'être catégorisé, celui qui ne se laisse pas lire devient un mystère. Et les mystères génèrent du respect, génèrent de l'intrigue, génèrent du pouvoir. Si personne ne sait exactement ce que tu construis, personne ne peut t'arrêter. Si personne ne comprend complètement ta stratégie, personne ne peut la saboter. Si tu apprends à bouger sans laisser de traces, sans chercher une reconnaissance immédiate, sans besoin de validation, tu deviens un joueur à un niveau complètement différent. Fais l'expérience. Arrête d'expliquer tes intentions. Laisse les gens supposer, inventer, spéculer. Mais ne leur donne jamais de réponse. Laisse-les se demander ce que tu fais. Laisse-les se confondre, laisse-les essayer de deviner. Et pendant qu'ils parlent, tu avances. Pendant qu'ils pensent qu'ils te comprennent, tu es déjà à un autre niveau. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.